Le Canet sur la Côte d'Azur, le 2 novembre 2014. Evelyne, une retraitée de 70 ans, reçoit un coup de téléphone qui va changer sa vie à jamais. C'est au sujet de sa tante, Jacqueline Imbert, 92 ans, que l'on voit ici à gauche sur la photo. Ma sœur m'a appelée en me disant Jacqueline a été transportée aux urgences à l'hôpital de Cannes. Quand elle a revu sa tante, effectivement, celle-ci était dans le coma. Elle n'en est jamais sortie jusqu'à elle est décédée sans reprendre connaissance. Ça ne me paraissait pas anormal qu'elle ait eu un problème de santé. Et elle a dû décéder pendant son sommeil. Et pourtant, des années plus tard, Evelyne va découvrir que sa tante a peut-être été assassinée. Et qu'elle ne serait pas la seule victime. C'est une histoire de fou. J'avais l'impression de vivre un mauvais roman policier. On était vraiment à 2 doigts du crime parfait. Et il a bousillé ma vie quand même. Franchement, il n'a pas le profil du tout d'un tueur. Moi, je peux pas y croire. J'avoue que je ne peux pas y croire. Les policiers, là, se disent, mais on est face à un empoisonneur en série. Cette incroyable affaire débute en réalité 6 mois plus tard, avec une toute autre histoire. Nous sommes le 7 avril 2015. Gabriel Marino, 62 ans, lui aussi un habitant du Canet, est chez lui en train de déjeuner. À cet instant, il est loin d'imaginer que les heures qui vont suivre vont marquer à jamais sa vie. C'était 2h30, comme ça, 3h. Et le téléphone sonne. Je fais comme ça, je regarde et je vois un Bailly. Bailly, c'est Suzanne Bailly, une femme de 85 ans qui habite au Canet, qui est une femme dont il s'occupe. Il fait des petits travaux chez elle, il la connaît bien, c'est une vieille dame. Et je dis allô et là, elle n'arrêtait pas de parler, quoi, de suite. Elle me dit, Gabi, je me sens pas bien. Elle me dit, qu'est-ce que je dois faire, en fait? Au téléphone, Suzanne Bailly est totalement confuse, elle est en panique complète, elle est limite incohérente, on ne comprend pas ce qu'elle raconte, mais ce qu'il comprend en revanche, c'est qu'il y a un problème. Et je prends la voiture, je m'en vais. Et je fonce chez elle. Gabriel n'habite qu'à quelques minutes du domicile de Suzanne Bailly. Il se précipite alors en voiture chez la vieille dame et en arrivant chez elle, il découvre une scène à glacer le sang. Au sol, son ami gît dans un état second. Elle était par terre, elle bavait. Elle avait des convulsions et les yeux étaient retournés déjà. Et on voyait bien qu'il y avait un problème. Et elle n'arrivait pas bien à respirer. Quand elle me parlait, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Paniqué, Gabriel appelle immédiatement les secours. Alertée par le bruit, Annie Roy, la voisine de palier, arrive à son tour dans l'appartement. Suzanne Bailly est à présent dans un état très inquiétant. En effet, la retraitée est en pleine crise de démence. Elle est partie dans le cirage à raconter n'importe quoi. Elle est en pleine phase hallucinatoire, c'est-à-dire qu'elle est totalement incompréhensible. Elle disait, on avait refait sa cuisine, mais en carton. Après, il y avait un cheval au plafond, enfin n'importe quoi. Il est 18h, lorsqu'enfin 2 ambulanciers prennent en charge Suzanne Bailly. La vieille dame est transportée de toute urgence à l'hôpital de Cannes. Et ses proches imaginent alors le pire. Quand tu vois une personne comme ça, tu dis elle va mourir. C'est fini, quoi. On s'est dit qu'on la reverrait plus, oui. À l'hôpital, Suzanne Bailly est entre la vie et la mort.
Gabriel a suivi l'ambulance pour veiller sur son amie Suzanne. Pour lui, vous allez le voir, la soirée est loin d'être terminée. J'ai donné la carte vitale, ses papiers, et j'ai donné mon numéro de téléphone. Et ils m'ont dit, vous ne pouvez rien faire pour elle, rentrez chez vous. Impuissant, Gabriel reprend donc sa voiture pour regagner son domicile. Mais ce trajet ne va pas du tout se passer comme prévu. Car Gabriel Marino est sur le point de vivre l'enfer. Très rapidement, lui aussi commence à sentir des troubles qui sont tout à fait inhabituels. D'abord des troubles de la vision, puis une sudation importante. Il sent qu'il ne maîtrise plus sa conduite. En fait, je ne savais pas où j'étais. Je n'arrivais pas à me situer sur la route, si j'étais à droite ou à gauche. Les gens, je ne les voyais pas bien, il n'y avait plus rien qui allait, quoi. Il est aux limites du malaise, il fait des embardées avec sa voiture, il va même toucher le rebord d'un trottoir. En fait, je suis rentré dans la piste cyclable avec la voiture. J'ai tapé à droite, à gauche, j'ai cassé toute la voiture, tout le côté droit de la voiture. Il a laissé sa voiture tant bien que mal, si je puis dire, devant son domicile. Il monte les escaliers à 4 pattes. Il réussit à ouvrir sa porte, il rentre à l'intérieur et il s'effondre littéralement. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas ma femme à la maison et que je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus respirer, j'étais perdu et à un moment donné, j'ai laissé aller, quoi. Je me suis dit, c'est fini, quoi. Incroyable. 3 heures à peine après avoir accompagné son amie Suzanne Bailly, Gabriel Marino se retrouve à son tour hospitalisé aux urgences de Cannes. Il est pris en charge par les mêmes médecins qui se posent à présent de sérieuses questions. Comment se fait-il que ces deux personnes, qui plus est, se sont côtoyées dans l'après-midi, puissent se retrouver dans une situation identique? Intrigués, les médecins ordonnent tout de suite des prélèvements d'urine et de sang sur leurs 2 patients. À ce stade, on est loin de s'imaginer que cette affaire va déboucher sur un dossier criminel incroyable. Car ce mystérieux mal qui touche ces 2 habitants du Canet cache en réalité un drame sans précédent. Et pour le découvrir, il faut se plonger dans la vie de Suzanne Bailly et de Gabriel Marino. Au Canet, dans la résidence où vit Suzanne Bailly, Gabriel Marino est un peu le bon samaritain. Ce mécanicien est toujours disponible pour effectuer de menus travaux et dépanner les retraités dans leur quotidien. Il est rentré en contact avec ces vieilles dames de la résidence par le biais de sa femme, qui elle est femme de ménage. Et donc, les vieilles dames avaient besoin toujours d'un électricien, d'un plombier, d'un raccord de peinture ou de quelques bricoles. En fait, c'est de bouche à oreille, comme ça, vous avez besoin de quelque chose, il m'appelait Gabi, est-ce que tu peux faire ça? Donc j'allais voir si je peux le faire, je le faisais, quoi. Et parmi ces retraités qui font appel à Gabi, il y a justement Suzanne Bailly. Cela fait 3 ans qu'ils se connaissent. Ils sont même devenus amis. Je l'amenais plusieurs fois en voiture quand elle avait mal au genou pour faire le chauffeur, quoi, c'est tout. Voilà. Donc il y a une sorte de complicité un petit peu qui se crée entre ces deux-là, cette femme de 85 ans et ce presque retraité de 62 ans. Depuis qu'elle est à la retraite, Suzanne Bailly partage sa vie entre Belfort, sa région d'origine, et le Canet dans le sud de la France. Elle vient tous les hivers ici parce qu'il fait meilleur que chez elle. Elle m'a dit, maître, j'adore la couleur des mimosas. Et pour moi, le sud de la France, c'est le jaune des mimosas. Donc voilà, les dernières années, elle voulait les passer tranquillement, quoi.
Suzanne aspirait à une vie douce et paisible. Mais cela, c'était sans compter ses mystérieux malaises. Car celui qu'elle vient d'avoir n'est en fait que le dernier d'une longue série. En effet, cela fait déjà maintenant 2 mois que la santé de Suzanne Bailly se dégrade. Tout a commencé un jour, en fin d'après-midi. Elle appelle à l'aide sa voisine, Annie Roy. Cette fois-ci qu'elle m'a appelée en me disant venez, je ne peux plus bouger. Et je l'ai trouvée, elle était affalée sur sa table. Et les pompiers sont venus, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Hein. On a cru que c'était un AVC. C'est les premières inquiétudes pour ses voisines, parce qu'elle qui avait une santé de fer, d'un coup se retrouve hospitalisée dans un état grave. Pour ce premier malaise, Suzanne restera 10 jours à l'hôpital. Mais pour les médecins, rien d'anormal. Passé un certain âge, les problèmes de santé sont courants. On se dit qu'une dame de 85 ans qui arrive avec un malaise, qui fait de l'arythmie, c'est des choses qui malheureusement sont dans l'ordre des choses. Seulement voilà, à peine remise de ce premier malaise, 1 mois plus tard, c'est la rechute. Mais là encore, l'âge de Suzanne Bailly va troubler le jugement des médecins. Et ce deuxième épisode n'éveillera encore une fois aucun soupçon. Ce jour-là, Gabrielle Marino reçoit l'appel de la voisine de la vieille dame, Madame Roy. Elle m'appelle le soir, elle me dit Madame Bailly, elle est à l'hôpital, elle a eu de nouveau une attaque. Et là, elle me dit elle ne reviendra pas, quoi. La première idée, c'est sans doute c'est une dame qui est en fin de vie. Pour le dernier malaise qui vient d'avoir lieu, il y a quelque chose qui ne colle pas. Souvenez-vous, Gabrielle Marino a lui aussi été victime d'un malaise, et ce seulement quelques heures à peine après la vieille dame. Pourquoi l'homme de 20 ans, son cadet, aurait-il les mêmes symptômes que Suzanne Bailly? Étrange. Dès le lendemain, il va faire une révélation fracassante au médecin, qui va lever le voile sur ce mystérieux syndrome. Vers 7h30 du matin, Gabriel se réveille dans sa chambre d'hôpital. Il a retrouvé ses esprits et ne comprend pas ce qu'il fait là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Qu'est-ce que je fais à l'hôpital? Je me suis retrouvé attaché, avec les mains et les pieds attachés. Qu'est-ce qu'il se... Il y a un problème, là, je demandais qu'on me détache. Et la pauvre, je l'ai traitée de tout, l'infirmière. Gabrielle Marino est à présent tiré d'affaire. L'homme semble suffisamment cohérent pour raconter au médecin la journée qui a précédé son hospitalisation. Les médecins lui demandent un peu s'il a bu ou mangé avec Madame Bailly. Gabrielle Marino raconte alors l'après-midi passé au chevet de Suzanne Bailly en attendant les secours. Et il va lui revenir en mémoire un détail capital. Malgré le fait que Madame Bailly soit dans un état d'excitation, de quasi-perte de conscience, elle va avoir suffisamment de recul pour prononcer une phrase. Goûte l'eau, je la trouve très amère. En fait, instinctivement, je prends l'eau, je goûte. Et là, je sais pas moi, allez, en 15 secondes, la bouche elle est devenue toute... elle collait. Mes lèvres, tout ça, ça collait. C'était amer. Et donc, j'ai posé le verre et j'ai dit à Madame Roy, goûtez Madame Roy, on dirait que l'eau, elle est amère.
Moi, je l'ai tout de suite recraché, c'était tellement mauvais. Et c'est comme ça que, évidemment, les médecins commencent à faire le lien entre l'eau minérale ingérée par Madame Bailly et le verre d'eau goûté par Gabriel. Les médecins suspectent un empoisonnement. Des doutes qui vont très vite être levés par les résultats des analyses toxicologiques réalisées sur Suzanne Bailly et Gabriel Marino. Il se trouve que dans les urines et dans le sang, autant de Gabriel que de Suzanne, on retrouve des traces d'une substance qui s'appelle l'atropine. L'atropine, c'est un accélérateur cardiaque et à haute dose, ça peut devenir un poison mortel. Aucun doute possible. Il s'agit donc bien d'un empoisonnement d'origine criminelle. Le corps médical prévient alors immédiatement la police de Cannes. Alors, quelqu'un en voulait-il à Suzanne Bailly et Gabriel Marino au point de les empoisonner? Qui d'autre avait accès à cet appartement? Pour le découvrir, les policiers vont devoir mener l'enquête dans la résidence de Suzanne Bailly. Et ils ne le savent pas encore, mais ils vont mettre à jour une affaire des plus rocambolesques. Au Canet, l'appartement de Suzanne Bailly est immédiatement inspecté de fond en comble par les policiers. C'est ici même qu'ils vont y faire la découverte d'un indice déterminant. Les techniciens d'investigation criminelle font des recherches d'empreintes. Ils saisissent la bouteille d'eau minérale. Et puis on va prélever le verre aussi dans lequel les victimes ont pu porter leurs lèvres. Et là encore, les analyses menées sur les éléments saisis dans l'appartement de la vieille dame vont parler. Une forte concentration d'atropine est retrouvée dans la bouteille d'eau qui se trouvait sur la table de chevet. Il y a quelqu'un qui a mis sciemment du poison dans l'eau minérale de Madame Bailly. C'est donc bien Suzanne Bailly qui était visée. Gabriel Marino n'est qu'une victime collatérale de cet empoisonnement. De toute évidence, quelqu'un dans l'entourage proche de la retraitée avait intérêt à la voir mourir. Mais qui? Les investigations menées dans son immeuble vont très vite mettre à jour qu'ici, personne ne lui voulait du mal. Parmi les 8 propriétaires de ces appartements, vous avez 6 dames retraitées, célibataires, vivant seules, dont Madame Bailly. Ces dames ont beaucoup d'affection l'une pour l'autre. C'était une très bonne entente. Ah oui, c'est des amis, hein. Toutes là maintenant. Ben, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, alors. J'ai presque envie de décrire cela comme une forme de petite colonie de vacances. Puis c'est rassurant un petit peu quand on est tout seul. Dès qu'il y en avait une qui avait un problème, les autres accouraient pour l'aider. Et c'est justement le témoignage d'Annie Roy, la voisine de palier de Suzanne Bailly, qui va mettre les enquêteurs sur une piste. La retraitée raconte un épisode à faire froid dans le dos qui s'est déroulé dans l'appartement de Suzanne Bailly, seulement quelques heures avant le dernier malaise de la vieille dame. C'était un matin normal et je ne sais pourquoi j'étais inquiète. J'ai des antennes hein, de temps en temps. Donc j'ai pris mes clés et je suis allée voir. Et là, en rentrant, je l'appelle. Suzanne, vous êtes là? Elle va entendre une voix lui répondre depuis la salle de bain. Une voix qu'elle ne reconnaît pas. Mais je lui dis, mais vous allez bien? Oui, oui. Je lui dis, oh, mais c'est bizarre, vous avez une drôle de voix, je ne vous reconnais pas votre voix. Puis là, c'est là que mon téléphone a sonné. Au domicile d'Annie Roy, de l'autre côté du palier, son téléphone fixe sonne. Elle quitte donc l'appartement de Suzanne pour aller répondre chez elle.
Elle décroche, il n'y a personne au bout du fil. Et quand elle revient dans l'appartement, la salle de bain est ouverte. Et là, il n'y a plus personne dans ce domicile, ni dans la salle de bain, ni dans les toilettes, plus aucun bruit, plus aucun mouvement, plus personne pour répondre à ses questions, ce qu'elle va trouver choquant. Alors j'ai dit, ah bah quand même, je suis inquiète pour elle, puis la voilà qui file comme ça, qu'est-ce qui lui prend? Annie Roy est en colère. Ce comportement ne ressemble pas du tout à son amie. Alors quand elle l'entend monter les escaliers 1 heure plus tard, elle l'interpelle et lui demande des comptes. Je lui dis, mais enfin Suzanne, qu'est-ce qui vous a pris ce matin? Elle me dit quoi ce matin? Je lui dis, quand on s'est parlé. Elle me dit, mais c'est pas possible, j'étais chez le coiffeur, vous n'avez pas pu me parler. Alors je lui dis, mais en tout cas, il y avait quelqu'un chez vous qui se faisait passer pour vous. Hein. Annie Roy, la voisine de Suzanne, aurait-elle surpris sans le savoir l'empoisonneur de son amie? Les policiers en sont persuadés. Mais à ce stade de l'enquête, impossible de mettre un nom sur cet individu mystère. Peut-être que Suzanne Bailly détient la pièce manquante du puzzle. Problème, la vieille dame est toujours entre la vie et la mort. À l'hôpital de Cannes, cela fait maintenant 1 semaine que Suzanne Bailly est hospitalisée. Lorsque, miracle, elle recouvre enfin ses esprits. En mesure de parler, elle est interrogée sur son lit d'hôpital et ce qu'elle va révéler va donner un véritable coup d'accélérateur à l'enquête. Elle a décidé de vendre son appartement viager. La particularité du viager, c'est qu'on ne devient propriétaire qu'à la mort de l'ancien propriétaire. Le nouveau propriétaire de Suzanne Bailly, le voici. Il s'appelle Olivier Capeller. C'est un chef d'entreprise de 38 ans à l'époque, un homme sans histoire. Au début de leur relation d'affaires, si je puis dire, il n'y a aucun souci particulier. Monsieur Capeller règle ses rentes mensuellement. Il n'y a pas davantage de contact. Ils se voient de manière très exceptionnelle. Mais ces derniers mois, chose troublante, Monsieur Capeller était devenu beaucoup plus présent. À partir de janvier 2015, c'est vrai qu'il vient fréquemment dans la résidence voir Madame Bailly, alors sous des prétextes divers. Il vient notamment poser un détecteur de fumée. En fait, il est venu 4 fois, 5 fois en 3 mois. Il va ensuite prendre des contacts aussi assez réguliers avec son entourage pour prendre des renseignements sur la santé de Madame Bailly. Moi, il venait sonner à ma porte. Il venait prendre des nouvelles. Monsieur Capeller intrigue. Son attitude prévenante à l'égard des autres propriétaires de la résidence n'est pas normale. Et ses visites commencent à faire jaser. On en plaisantait parce que à chaque fois qu'elle allait à l'hôpital, il venait demander des nouvelles. Après, on riait, puis elle me disait « Oh ben, il vient voir si je suis morte. » Coïncidence frappante, les visites d'Olivier Capeller correspondent quasiment jour pour jour au malaise de Suzanne Bailly. Alors, l'homme se serait-il introduit chez elle pour l'empoisonner? Les voisines auraient-elles vu juste? Rien n'est moins sûr, car en réalité les enquêteurs vont découvrir que finalement le profil de cet homme ne colle pas du tout avec celui d'un meurtrier. Olivier Capeller a grandi à Nice, dans une famille aimante. En 1996, il se marie avec une jolie Cannoise, Karine. Ensemble, le couple vit confortablement. Il faut dire qu'à 31 ans,
Olivier se voit offrir la chance professionnelle de sa vie par son père. Monsieur Capellaer, fils, va donc prendre progressivement la place de son papa, qui était directeur d'une grosse société de découpe de viande. C'est quelqu'un qui travaillait. On voyait bien les horaires qu'il avait, déjà, c'était pas facile. Mais il aimait ce qu'il faisait, et on le sentait. Grâce à son nouveau poste de dirigeant d'entreprise, Olivier Capellaer change de statut social et de niveau de vie. Il investit alors dans l'immobilier et affiche un luxe ostentatoire. En fait, il est décrit comme un homme qui aime l'argent, qui aime les belles choses. Il collectionne les montres de luxe, il a un joli 4x4, il a plusieurs voitures. Il est propriétaire de nombreux biens immobiliers, il possède 5 viagers différents. Il possède également sa maison du Canet et puis un appartement de villégiature secondaire à Isola 2000 pour y aller au ski. Manifestement, c'est quelqu'un qui mène grand train. Olivier Capellaer a tout de l'homme qui a réussi. Ce qui a le mérite d'ailleurs d'inspirer confiance aux retraités à qui il achète des appartements en viager. Il est même devenu au fil du temps une véritable coqueluche auprès des vieilles dames. C'était un bel homme. Toujours bien mis, élégant, aimable. Avenant, agréable, physiquement grand, un peu rondouillard. Il a un peu ce côté gendre idéal, Olivier Capellaer. Il plaît aux mamies qui croient voir leur fils. Un gendre idéal. Alors, les enquêteurs sont-ils sur une fausse piste? Pas si sûr. Car ce sont les relevés téléphoniques d'Olivier Capellaer qui vont parler. Souvenez-vous, alors qu'Annie Roy, la voisine, se trouvait dans l'appartement de Suzanne Bailly, son téléphone fixe avait sonné, l'obligeant à sortir. L'identité du mystérieux correspondant est donc sur le point d'être révélée. Le numéro de téléphone qui a appelé Madame Roy sur son fixe chez elle est celui de Monsieur Capellaer, c'est une certitude. Le téléphone même de Monsieur Capellaer est borné, c'est-à-dire géocalisé, dans ou autour de l'appartement de Madame Bailly, au moment précisément où cet appel téléphonique sera passé sur le téléphone fixe de Madame Roy. Donc les policiers savent désormais que l'intrus, le matin des faits, est bien Olivier Capellaer. Le 20 avril 2015, Olivier Capellaer est placé en garde à vue. Il va devoir s'expliquer. Et la surprise, l'homme ne nie pas. Oui, c'est bien lui qui a pénétré chez Madame Bailly, avec un jeu de clés que la vieille dame lui avait confié quelques mois plus tôt. Il explique qu'il avait besoin de prendre quelques photographies des lieux parce qu'il envisageait de revendre ce bien immobilier et ne voulant pas perturber le quotidien de Madame Bailly et lui annoncer qu'il ne serait plus son légitime propriétaire, il avait voulu faire ça dans la plus grande discrétion. Quand il va prendre des photos, il est surpris par la voisine. Là, il se réfugie dans les toilettes, il a un réflexe qui est complètement un peu idiot, mais il explique en disant « je suis très gêné d'être chez elle alors que je ne peux pas m'y trouver ». Et pour que Madame Roy s'en aille, il téléphone à Madame Roy. Une explication qui pourrait tenir la route. Sauf que lors de la perquisition de son domicile, les policiers font une découverte qui va faire voler en éclats l'explication d'Olivier Capellaer. Ils vont trouver, non dissimulés d'ailleurs, dans un placard de cuisine, des collyres à usage vétérinaire, collyres qui contiennent de l'atropine. Le 22 avril 2015, Olivier Capellaer est mis en examen pour l'empoisonnement avec préméditation de Suzanne Bailly et l'empoisonnement de Gabriel Marino.
L'homme est détenu à la maison d'arrêt de Grasse. Mais malgré les charges qui pèsent contre lui, Olivier Capeller, depuis sa cellule, continue de clamer son innocence. C'est quelqu'un qui est extrêmement choqué, qui est très abattu et qui n'a de cesse de protester de son innocence. Il est victime d'un concours de circonstances, qu'il s'est introduit chez Madame Bailly à son insu, mais que ce qui a fait que Madame Bailly a été victime du fait d'empoisonnement, il y est complètement étranger. Il proteste, il est désespéré. Alors, Olivier Capeller est-il l'empoisonneur sans scrupules de Suzanne Bailly? Ou l'homme est-il victime d'une effroyable erreur judiciaire? 2 ans plus tard, alors qu'il attend son procès, un incroyable rebondissement va faire basculer l'affaire dans une autre dimension. Car cette fois-ci, il ne sera plus question de viager, mais d'un juteux héritage. Le 12 avril 2017, Evelyne, une retraitée de 73 ans, ouvre son journal, comme tous les matins. Et l'article qu'elle y découvre va lui glacer le sang. J'ai eu la surprise de voir un article concernant une dame âgée du Canet que l'on avait tenté d'assassiner par empoisonnement. L'article précisait que M. Olivier C. était donc soupçonné d'avoir attenté à la vie de cette dame. Donc j'ai lu évidemment l'article jusqu'au bout et ce Olivier C. m'a tout de suite interpellée. Evelyne est pétrifiée. Olivier C., accusé d'avoir empoisonné Suzanne Bailly. Elle le connaît. C'est un ami de sa tante, Jacqueline Imbert, cette vieille dame décédée en novembre 2014 à l'âge de 92 ans. C'était tout juste 5 mois avant l'empoisonnement de Suzanne Bailly et Gabriel Marino. Alors, pour en savoir plus, Evelyne appelle l'homme qui est interviewé dans le journal. Un soir, à 10h du soir, je reçois un coup de fil. Je réponds et c'est une dame. Elle me dit, voilà, j'ai votre article devant moi, du journal quand vous avez été empoisonné. Et je l'ai relu et relu et relu, je ne sais pas combien de fois, que ça veut dire Olivier C. Elle m'a dit, est-ce que ça veut dire Olivier Capeller? J'ai dit oui. Mais sur le moment, j'avoue que je ne voulais même pas y croire. J'ai pensé que peut-être, après tout, il n'était pas étranger au décès de notre tante. Mais au fond d'elle, Evelyne ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre l'empoisonnement de Suzanne Bailly, cité dans le journal, et pour lequel Olivier Capeller est incarcéré, et celui d'Olivier Capeller, dont le nom figure en haut du testament de sa tante, Jacqueline Imbert. La vieille dame lui avait légué à sa mort un patrimoine estimé à près d'1 million d'euros. C'était son argent, elle était libre d'en disposer comme elle le voulait. Monsieur Capeller avait toujours été aux petits soins pour elle, plein de sollicitude. Et par conséquent, bon, il ne me semblait pas non plus anormal qu'elle veuille lui laisser quelque chose venant d'elle. Donc ça ne m'a pas choquée. Seulement aujourd'hui, Evelyne ne voit plus du tout les choses de la même façon. Avec sa sœur, elles se rendent au commissariat de Cannes pour faire part aux policiers de leurs doutes. Elles vont expliquer que depuis la mort de son mari, leur tante vivait seule et qu'Olivier Capeller, vous allez le voir, va profiter de cette solitude pour prendre une place de premier choix dans la vie de la vieille dame.
Jacqueline Imbert est née à Cannes en 1921. Elle y passe toute son enfance avant de rencontrer Émile, l'homme de sa vie, que toute la famille appelle Milou. Le couple se marie en 1947 et mène une vie simple et heureuse. Un bonheur presque complet, sauf qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Et ça, Jacqueline en a été très malheureuse parce qu'elle aimait beaucoup les enfants. Et je pense qu'elle a d'ailleurs reporté cet amour maternel inassouvi sur ma sœur et sur moi. Au moment de leur retraite, Jacqueline et Milou profitent de la vie avec insouciance jusqu'au début des années 2000. Atteint de la maladie d'Alzheimer, Milou est de plus en plus dépendant de sa femme. Et lorsqu'il meurt en 2009, il laisse un vide immense dans la vie de Jacqueline. Donc pour elle, évidemment, ça a été dramatique. Parce que c'était sa moitié qui partait. Et là, aussi bien Martine que moi, on l'a entourée au maximum pour l'aider à passer cette épreuve. Mais quelqu'un d'autre va se montrer particulièrement prévenant. Un voisin de palier, Olivier Capeller, devenu au fil des années un ami proche. Et qui a su rapidement se rendre indispensable. Il gérait ses comptes, il s'occupait d'elle, il l'emmenait faire ses courses, il l'emmenait chez le coiffeur, il venait déjeuner très souvent avec elle. Et quand on rencontrait Madame Imbert, mais Olivier, si je ne l'avais pas, mais qu'est-ce que je ferais? Mais qu'est-ce que je ferais? Il était omniprésent. Au fil des années, Olivier Capeller avait noué avec Jacqueline Imbert une relation d'amitié et de confiance, unique en son genre. J'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient très proches, comme une mère et leur fils. On sentait un amour inconditionnel des deux, une amitié profonde. Je suis un peu... ça m'a bouleversée, je suis désolée. Je me disais que c'est beau, c'était beau. Et si cette belle amitié n'avait été qu'une façade? Est-ce possible que ce confident si gentil et si attentionné soit en réalité un assassin froid et manipulateur? Sachant qu'elle était veuve, sans enfant, qu'elle n'avait que des nièces qui étaient en fait des parents éloignés, je pense qu'à ce moment-là, il a pensé que c'était une proie facile. Alors, lorsque les policiers entendent Evelyne et sa sœur leur parler de Jacqueline et de son confident Olivier Capeller, ils font le rapprochement avec l'homme qui va être jugé prochainement pour l'empoisonnement à l'atropine de Suzanne Bailly. Les enquêteurs décident de s'intéresser au meurtre présumé par empoisonnement de Jacqueline Imbert. On va demander à la famille son autorisation, elle la donne, et on va procéder à l'exhumation du cercueil de Jacqueline. Le corps de Jacqueline Imbert est transporté à l'Institut médico-légal pour subir une batterie d'examens et d'expertises toxicologiques. Pendant ce temps, ses nièces attendent les résultats en proie au doute et à la culpabilité. Donc ça a été des mois d'inquiétude, des mois d'incertitude, des mois où je passais par, je dirais, l'espoir et le désespoir, parce qu'en mon fort intérieur, malgré tout, j'espérais m'être trompée et que, en définitive, on nous allait nous dire que Jacqueline était décédée de mort naturelle. Mais en janvier 2018, 6 mois après l'exhumation de Jacqueline Imbert, le verdict tombe enfin. Et là, c'est un coup de théâtre quand même assez extraordinaire, c'est qu'il découvre des traces d'atropine dans
le corps de Jacqueline Imbert. À la fois dans le cœur et dans le foie, il y avait une surdose d'atropine qui était la cause de la mort et qui avait été administrée avant la mort, antémortem. Désormais, plus de doute possible. Jacqueline Imbert est bien morte empoisonnée à l'atropine. La même substance que celle qui a failli tuer Suzanne Bailly et Gabriel Marino. Cette même substance, retrouvée sous forme de collyre pour chien lors de la perquisition chez Olivier Capeller. Pour les proches de Jacqueline, c'est un cataclysme. J'avais l'impression de vivre un mauvais roman policier. Vous savez, c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'aux autres ou qui n'arrivent que dans les livres, mais pas dans la vraie vie. Et puis elle ne méritait pas ça, avec l'amour qu'elle lui avait donné. C'est affreux. Moi, je ne peux pas y croire. J'avoue que je ne peux pas y croire. Quelqu'un que vous aimez bien, que vous appréciez, d'un seul coup, on dit c'est un assassin. Non, franchement, j'arrive pas à y croire. Mais alors pourquoi cet homme si charmant et au train de vie fastueux aurait-il voulu se débarrasser de deux retraités qu'il appréciait? L'hypothèse semble absurde, mais peu à peu l'enquête va mettre à jour qu'Olivier Capeller n'est pas l'homme fortuné qu'il prétend être. Pire, il serait même un piètre chef d'entreprise. Certains, et ils sont nombreux, sont assez critiques sur ses compétences professionnelles. Ses collaborateurs disent qu'il parle beaucoup, qu'il parle très bien, mais que finalement, il n'est pas très efficace. Et il n'a sans doute pas toutes les capacités pour diriger une entreprise. Olivier Capeller va se révéler être un très mauvais gestionnaire. Il n'a pas le talent de son père, même s'il en a pris les fonctions et la succession. Petit à petit, la boîte commence à perdre de l'argent jusqu'au moment où c'est la catastrophe financière. Il va couler l'entreprise et donc couler avec l'entreprise. En novembre 2014, la société va si mal qu'Olivier Capeller est démis de ses fonctions. Au bord du gouffre, il risque de perdre tout ce qu'il a construit. Et lui se retrouve au chômage, sans indemnité. Adieu le salaire de 5 000 € ou de 6 000 € par mois. Cette situation financière alarmante aurait-elle été un détonateur? La peur de la ruine et de l'humiliation aurait-elle poussé Olivier Capeller au meurtre? Et on s'aperçoit, coïncidence des dates, que quelques temps plus tard, très peu de temps plus tard, Jacqueline va passer de vie à trépas. Donc tout ça a une cohérence judiciaire, si vous voulez. Le mobile de M. Capeller, c'est le plus vieux mobile du monde, hein, c'est le mobile crapuleux. Dans le premier cas, c'est un viager. Dans le deuxième cas, il était le légataire universel. Donc aucun doute sur la cupidité du crime. Te dire, il était dans une telle situation qu'il a été obligé de passer à l'acte, ça c'est pas vrai. Sa situation financière, elle avait changé, puisqu'il ne percevait plus son salaire, mais elle n'était pas préoccupante, il n'était pas aux abois. Un meurtre, 2 empoisonnements. Olivier Capeller pourrait-il être un tueur en série dont la course meurtrière aurait été enrayée? Et surtout, une question vient forcément à l'esprit. Existe-t-il d'autres victimes? Déjà mis en examen pour l'empoisonnement de Suzanne Bailly et Gabriel Marino, Olivier Capeller doit à présent s'expliquer sur l'assassinat présumé de Jacqueline Imbert. Il est extrait de sa cellule, où il est incarcéré depuis 3 ans dans l'attente de son procès. Et contre toute attente, l'homme va raconter aux enquêteurs un scénario
auquel il ne s'attendait pas. Selon sa version, Jacqueline ne va pas bien, elle a envie d'en finir. Et il a rendu service à Jacqueline, il l'a aidé à mourir, qui n'est en aucun cas son assassin. C'était une sorte de suicide assisté, d'empoisonnement par compassion. C'est encore quelque chose de très difficile pour lui à vivre, parce qu'en plus, il s'agissait de quelqu'un dont il était très proche. Jacqueline Imbert se serait donc procuré elle-même de l'atropine. Et Olivier Capeller l'aurait seulement accompagné et soutenu jusqu'au bout. Pour les proches de la vieille dame, cette version est totalement invraisemblable. C'est un mensonge, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est monstrueux de dire ça. Jacqueline n'avait absolument pas envie de mourir. Très peu de temps avant sa disparition, on l'avait rencontrée. Je n'ai pas senti dépressive, du tout. Bon, il nous racontait toujours son histoire de Milou, ça c'était normal, mais bon, sans plus, pas plus qu'avant. C'est ignoble de la part de M. Capeller d'abîmer et de salir la mémoire de Jacqueline en prétendant qu'elle a voulu se suicider. Car loin du chevalier servant, au fil des investigations, c'est plutôt le portrait d'un prédateur qui semble se dessiner. Et si Suzanne et Jacqueline n'étaient que deux victimes d'une liste beaucoup plus longue? Les policiers se demandent s'ils n'ont pas affaire à un tueur en série de personnes âgées, un tueur en série spécialisé dans le viager, parce que Capeller a 5 viagers. Les policiers s'intéressent donc aux autres viagers d'Olivier Capeller. Et l'un d'entre eux va tout particulièrement éveiller leurs soupçons. En effet, 5 ans avant les empoisonnements de Suzanne Bailly et Jacqueline Imbert, une troisième retraitée décède mystérieusement alors qu'Olivier Capeller vient d'entrer dans sa vie. On a découvert pour l'une d'entre elles qu'elle était décédée 7 mois seulement après la souscription du viager, ce qui est très rapide. Là, on a tenté à connaître plus avant les causes de la mort et on a vérifié si cette dame-là avait pu faire l'objet d'une intoxication. Avec l'accord de sa famille, son corps est aussitôt exhumé pour être analysé. Mais cette fois-ci, les résultats s'avèrent négatifs. Aucune trace d'atropine. Alors, la décomposition avancée du corps aurait-elle pu effacer toute trace de poison? C'est possible, mais pas certain. Seule conviction pour les enquêteurs, Olivier Capeller ne ciblerait pas ces personnes âgées au hasard. Parce qu'en fait, ce que se sont aperçus, c'est que les viagers qu'il a, c'est toujours des personnes seules. Il n'y a pas de famille. Principalement des dames âgées, des dames seules, des dames qui n'étaient pas entourées. Il y a un côté très méthodique dans le mode opératoire criminel employé par Olivier Capeller. C'était quand même très pensé tout ça. On peut se demander s'il n'avait pas été stoppé par l'enquête de la police judiciaire de Cannes, s'il n'aurait pas continué son parcours terrible. Le grain de sable, c'est Gabriel Marino. Vraiment, j'y pensais, heureusement. Heureusement que tu étais là. Sinon, il aurait pu continuer à tuer beaucoup du monde et sans le savoir, quoi. Sans personne ne le sache, quoi. Olivier Capeller va répondre de ses actes devant une cour d'assises pour les empoisonnements de Suzanne Bailly et Gabriel Marino. Quant au meurtre de Jacqueline Imbert, c'est lors d'un second procès qu'il sera jugé beaucoup plus tard. Le lundi 4 mars 2019, le procès d'Olivier Capeller s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Ce sont les 2 empoisonnements, dont un avec préméditation, que l'on juge. L'ancien chef d'entreprise risque la réclusion criminelle à perpétuité.
Le dossier de Jacqueline planait au-dessus de cette cour d'assises. Même s'il n'était pas officiellement poursuivi pour le crime de Jacqueline, tout le monde savait qu'il y a encore ce dossier. Olivier Capeller ne pourra pas compter sur le soutien de ses proches pour se défendre. Seule sa sœur a fait le déplacement. Malgré tout, dans le box des accusés, loin de s'effondrer, l'homme continue de se présenter en victime d'une erreur judiciaire. Il veut donner l'apparence de quelqu'un sûr de lui, sûr de pouvoir prouver son innocence. C'est un homme qui se donne une certaine contenance, qui n'hésite pas à regarder dans les yeux Suzanne Bailly. Je dis, c'est pas possible comment on peut faire du mal comme ça à une personne comme ça et être tel qu'il était là, froid, sans quoi que ce soit, quoi. Mais le troisième jour du procès, un rebondissement de taille va mettre à terre toute la défense de l'accusé. Le président de la Cour sort de sa manche des écoutes téléphoniques qui font l'effet d'une bombe. Le frère d'Olivier Capeller parle à sa sœur. Il faut savoir que le frère revenait du parloir où il avait vu Olivier Capeller. Et lors de cette conversation, le frère d'Olivier Capeller déclare « Il n'était pas du tout dans le déni. J'ai vu que ça lui faisait un truc, que ça le libérait. Même si on voyait que ça lui coûtait d'admettre qu'il a commis un acte impardonnable. » Olivier Capeller aurait reconnu sa culpabilité, expliquant qu'il était dans une situation financière fâcheuse. Sa famille ne l'a pas pensé coupable. Il y a eu une conversation, on sélectionne les mots et on dit, ben voilà, votre frère pense que vous pourriez être coupable. C'est un procédé que je trouve, pour le moins, regrettable. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre écoute, c'est sa mère qui le charge et le dénigre. Une petite phrase extraite d'une de ces conversations va choquer toute la cour. Il a déconné. Il a sérieusement déconné. Tout ça pour un appart pourri, une bicoque pourrie. C'est la propre mère d'Olivier Capeller qui tient ses propos au téléphone. Donc en fait, c'est d'abord on sent que la famille le lâche complètement, mais on sent aussi qu'ils savent. C'est vrai que je l'ai vu à ce moment précis du procès s'éponger à plusieurs reprises le front, et là il a montré ses faiblesses. Des aveux rapportés, l'effet est désastreux. À l'issue des 3 jours d'audience, Olivier Capeller est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. L'homme a fait appel de cette décision. Il est donc toujours présumé innocent. Les victimes devront donc affronter un nouveau procès. Une épreuve de plus avant de pouvoir tourner la page. Ce qui me chagrine encore plus maintenant, c'est de recommencer tout, de savoir que je dois tout recommencer. C'est ça. Et j'espère que Mme Bailly sera toujours là avec moi. Parce que le plus important maintenant, c'est de lui faire voir qu'on est en vie et en santé. Quant à l'empoisonnement de Jacqueline Imbert, le dossier est toujours en cours d'instruction. Olivier Capeller pourrait bientôt être jugé pour assassinat.